Bonjour, eh bien j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du thème de Dominique Strauss-Kahn, notamment d'évoquer sa carrière politique, et cela du point de vue de l'astrologie védique. Donc Dominique Strauss-Kahn, que je vais appeler DSK parce que c'est plus facile pour l'analyse. Alors en astrologie védique, eh bien il est bélier ascendant cancer. Vous savez ou vous ne savez pas que l'astrologie védique c'est une astrologie sidérale et qu'il y a donc un décalage entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, ce qui explique que en sidéral ou en védique si vous voulez, eh bien Strauss-Kahn n'est pas du tout taureau, mais il est bel et bien bélier, ascendant cancer, et bélier avec un amas de 4 planètes que vous voyez ici, et qui sont dans la maison 10, qui est la maison de la carrière. Je vous voyais apparaître sur l'écran quelques lignes. En effet, en astrologie védique, eh bien, il y a des aphorismes qui ont été établis par un astrologue nommé Shah et qui permettent de savoir un peu dans quelle carrière est-ce qu'une personne peut s'engager avec plus ou moins de succès. Et c'est le cas également pour les hommes politiques, il faut que certaines conditions soient remplies. C'est celles qui sont apparues sur votre écran. Pour qu'un homme politique ait du succès en politique, il faut que Jupiter ou Vénus aspectent la maison 1 ou son maître. Vous voyez que ici, vous avez la maison 1 en cancer, et il n'y a ni Jupiter ni Vénus dans cette maison, mais vous voyez que Jupiter ici en Capricorne est en maison 7. Et en astrologie védique, il y a une règle qui précise que chaque planète qui se trouve en maison aspecte automatiquement la maison qui lui fait face. Cela signifie que Jupiter envoie également un aspect sur la maison 1 où il se trouve son signe d'exaltation, le cancer. Ce qui fait que cet aspect de Jupiter va favoriser grandement la maison 1, ce qui est déjà une condition remplie pour un homme politique. La deuxième condition, il faut que Mars aspecte la maison 1 ou son maître. Ici la flèche est apparue. Mars envoie effectivement un aspect sur la maison 1, pas sur la Lune, mais sur la maison 1, et cela suffit, parce qu'en astrologie védique, les planètes, notamment Mars, Jupiter, Saturne, aspectent certaines maisons. En fait, ils aspectent, en ce qui concerne Mars, toujours la 4e et la 8e maison, à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc Mars étant en maison 10, va aspecter la 4e maison, ici, la maison 1. La 8e maison que Mars aspecte ne nous intéresse pas vraiment dans cette analyse. Il y aurait bien sûr une signification, mais ici ce n'est pas la peine de l'évoquer puisque je fais un petit zoom sur la carrière. Notre deuxième condition est remplie. Il faut également que les maisons 1, 4 et 10 soient fortes. Eh bien, la maison 1 est forte puisqu'elle reçoit un aspect de Jupiter, qui est son signe d'exaltation. Elle est moins favorisée par l'aspect de Mars, puisque là, c'est le signe de chute de Mars. Mais comme Mars, on le verra ensuite, a une qualité de bénéfique, cet aspect ne désavantage pas vraiment la maison 1. Donc on va dire que moi, la maison 1 est vraiment favorisée et forte. Il faut également une maison 4. Eh bien, on a également un aspect qui est très intéressant ici, c'est celui de Saturne, qui, comme je vous le disais, également envoie des aspects sur certains aspects très spécifiques. Saturne envoie toujours un aspect sur les 3e et 10e maisons, à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc je vous ai mis uniquement le premier aspect. Vous voyez, si vous comptez 1, 2, 3, eh bien Saturne va effectivement lancer un aspect sur la 4e maison, qui est la maison de la popularité et la maison de la politique. Or, la balance étant le signe d'exaltation de Saturne, cet aspect va favoriser grandement la maison 4. Et la maison 10, bien dans laquelle on a un amas de 4 planètes ici, ne peut qu'être favorisée puisqu'on a le Soleil en exaltation en Bélier, et puis Mars qui est dans son domicile le plus fort, également en Bélier. Il faut également que la Lune soit en maison bénéfique, c'est le cas ici, puisque la Lune est en maison 9, c'est la meilleure des maisons en astrologie védique, c'est la maison de la chance. Donc en fait on a nos conditions ici qui sont remplies et qui peuvent déjà permettre de trouver la carrière politique, ou plutôt le domaine professionnel dans lequel Strauss-Kahn pourra avoir du succès.
il a été également avocat. Vous le retrouvez ici dans cette conjonction très très forte et très bénéfique entre Mercure et Mars. Ça, en général, les gens qui ont une conjonction Mercure-Mars sont des gens qui ont du répondant. Dans le signe du Bélier, qui est un signe quand même d'agressivité et de battant, eh bien, cette conjonction va donner encore du mordant et de la répartie. On va même dire la dent dure pour Monsieur Strauss-Kahn, pour DSK. Ce qui fait qu'en fait, il est tout à fait habilité, par exemple en public ou lors d'un débat télévisé face à un adversaire, de s'en sortir avec les honneurs et de mettre à mal son adversaire. Ça, vous le retrouvez ici. On va continuer sur l'analyse. Alors, il y a des petites choses aussi très intéressantes en astrologie védique, c'est que chaque ascendant a des planètes bénéfiques ou maléfiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bénéfique ou maléfique? Entendons-nous bien, ce n'est pas pour la personne. Ce sont des effets que vont avoir les planètes pour ce qu'elles vont toucher, pour le domaine qu'elles vont toucher. Alors, pourquoi un ascendant Cancer a-t-il Jupiter et Saturne maléfiques? Eh bien, parce que, et toutes les autres planètes étant bénéfiques, parce que Jupiter, dans le thème de DSK, régit deux maisons, la maison 6 et la maison 9. Or, la maison 6, c'est une maison qui apporte des troubles, des ennuis de toutes sortes, des problèmes, des procès et des ennemis. Et Jupiter va avoir tendance à agir en tant que maître de la 6, plus qu'en tant que maître de la 9, car la 6 est en Sagittaire et c'est ce qu'on appelle le Mula Trikona en astrologie védique, c'est le premier domicile, et c'est-à-dire que Jupiter va avoir tendance à agir principalement en tant que maître du Sagittaire plutôt qu'en tant que maître du Poisson, donc en tant que maître de la maison 6, qui est une maison résolument maléfique. La deuxième maison qui est maléfique en astrologie védique pour les ascendants Cancer, c'est Saturne. Saturne, il est maître de deux maisons, la 7 et la 8, la 7 étant le mariage, qui est une maison tout à fait neutre et qui n'est ni bonne ni mauvaise, maison du mariage et du partenaire, mais il est aussi maître de 8 en Verseau, et là il a son domicile principal dénommé Mula Trikona, et Saturne va avoir tendance à agir en tant que maître de 8. Or la maison 8 est une maison très très mauvaise en astrologie védique, puisque elle apporte la destruction et le bouleversement par rapport à ce que... enfin, un bouleversement en général. Donc quand Saturne agit en tant que maître de 8, eh bien ce qu'il va aspecter va être bouleversé ou détruit. Donc si vous êtes ascendant Cancer et si vous avez régulièrement des ennuis, eh bien il y a de fortes chances que ce soit parce que Jupiter et Saturne sont en train de faire des mauvais transits quelque part dans votre thème astral. La bonne nouvelle quand même pour les ascendants Cancer, c'est que toutes les autres planètes sont bénéfiques, c'est-à-dire le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, la Lune. Les nœuds non, les nœuds ne sont pas des planètes, les nœuds ce sont des lieux où se produisent les éclipses, donc où la lumière disparaît, ici le nœud nord et le nœud sud, donc eux de toute façon sont maléfiques, mais ça c'est pour tout le monde, donc on le sait, on est obligé de faire avec. Le nœud nord ayant une signification d'être séparateur ici, et puis donc Raoult ici, et Ketu, le nœud sud, lui a une réputation d'être carrément destructeur. Donc bon, vous voyez déjà que ici, nœud nord en maison 10, nœud sud en maison 4, déjà ça peut donner des problèmes entre la vie publique et la vie privée. Ça, on peut le noter très très vite dans un thème où se trouvent les nœuds et sur quelle maison ils agissent. Bon, revenons à nos planètes bénéfiques. Mars, on l'appelle Yoga Karaka pour les ascendants Cancer, et ça c'est vrai pour tous les ascendants Cancer, parce que Mars régit deux maisons très bénéfiques. Il régit la maison 5 ici en Scorpion, c'est une des meilleures maisons avec les maisons 1, 5 et 9, et il régit une maison angulaire, les maisons angulaires étant la 1, la 4, la 7 et la 10. Étant donné que Mars régit deux maisons,
donc une excellente et puis une angulaire, et bien dans ces cas-là, on dit qu'il est Yogacaraka. Et alors que Mars à la base est plutôt une planète réputée maléfique car apportant des troubles et puis parfois des accidents, des choses plutôt brutales, et bien pour les ascendants Cancer, Mars, même s'il garde sa qualité de soudaineté, ne peut apporter que des bonnes choses. Il est très bénéfique ici. Donc Mars, dans la maison dans laquelle il se trouve, va avoir tendance à booster cette maison. Notamment ici, vous voyez qu'en plus, il est en domicile, donc il est encore plus puissant, et en maison 10, donc là, il va vraiment pousser la carrière de DSK, ça va être son moteur qui va le faire avancer. Bon, vous voyez, il est puissant, il est en force directionnelle, en maison 10, et en domicile, donc il favorise la carrière. Il y a encore autre chose, et ça, ce n'est pas vrai pour tous les ascendants Cancer, c'est vrai uniquement pour certains. Eh bien, quand Mars est conjoint à une planète, et ici ce sera le cas de Vénus, une planète qui elle-même régit également une maison angulaire, donc pareil, hein, bon, ici, ça peut être la 1, la 4 ou la 7, bon, pas la 10, puisque Mars régit aussi la 10. Or, eh bien, quand Mars sera conjoint à une de ces planètes, il sera encore plus puissant, il sera ce qu'on appelle Raja Royal, c'est-à-dire que l'alliance de ces deux planètes, hein, Vénus régissant la maison 4, remplit les conditions, cette alliance, ce sont comme deux personnes qui vont vraiment unir leurs forces, et ça va être une multiplication de choses positives, pas pour la personne encore une fois, mais pour le domaine ou la maison dans laquelle cette alliance se produit. Ici encore une fois, encore la maison 10. Donc on a ici affaire à une maison extrêmement boostée, et on aurait pu dire à DSK, alors qu'il était encore très jeune, eh bien qu'il allait avoir toutes les chances de faire une belle carrière, alors que ce soit dans la politique ou que ce soit dans un domaine où il faut quand même de la pugnacité et des qualités verbales, bon, ça aurait été de toute façon à un haut niveau, ça aurait été avec beaucoup de succès. Le seul bémol ici, et il faut et ça vous ne le trouvez vraiment que dans l'astrologie védique, c'est qu'il y a des aspects séparateurs sur la maison 10. Il y a des planètes en astrologie védique qui portent la qualité de séparatrice. Ce sont toujours les mêmes. C'est le Soleil, c'est le maître de la maison 12, ou plutôt c'est le nœud nord, et c'est Saturne. Ça c'est pour tout le monde. Or, quand on a au moins deux de ces planètes dans une maison, eh bien, il y a de fortes chances que le natif soit séparé des attributs de cette maison. Et ici, vous voyez que le Soleil, Mercure et le nœud nord occupent la maison 10. Donc ça signifie que tôt ou tard dans la vie de DSK, il y aura séparation par rapport à la carrière. Attention, séparation ne signifie pas destruction. Cela signifie simplement que le natif pourrait être séparé de sa carrière, donc pour faire éventuellement encore autre chose ou avoir un arrêt peut-être temporaire. Mais il y aura quand même séparation. Ça peut être effectivement comme on démissionne d'un poste, mais pour faire peut-être autre chose par la suite, vous voyez. Mais il n'y aura pas de destruction. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre ici quand on voit un thème comme ça. Donc, en conséquence, la maison 10 est excellente, mais avec des aspects séparateurs. Il y avait un aspect qui vient de... Voilà, la Lune qui vient d'être entourée, on va continuer. Quelque chose aussi que je trouve absolument remarquable en astrologie védique, ce sont les périodes planétaires et les divisional charts. Vous ne trouverez pratiquement pas d'explications sur le net, ou alors des explications très très confuses. Pourtant, ce sont les deux outils les plus efficaces, je dirais, en astrologie védique, et j'ai envie d'évoquer un petit peu ce que ça signifie avec vous aujourd'hui. Pour les Indiens, eh bien, nous pouvons vivre jusqu'à 120 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vivra tous 120 ans, mais on a la possibilité. Ceci étant posé, eh bien, pour les Indiens, cette période de 120 ans est découpée en 9 périodes, d'une durée prédéterminée, chaque période étant régie par une planète. Alors, la façon dont les périodes sont calculées, ça, c'est par rapport à la position de la Lune au moment où vous êtes né. Bon, on laisse généralement les logiciels le calculer. Et selon dans quelle période vous vous trouvez actuellement, eh bien, cela va mettre
comment dire, en avant un certain domaine dans votre vie, puisque le maître de la période va pouvoir s'exprimer. Par rapport à ces périodes, il y a également, bon, voilà, un petit exemple, voilà, je me coupe moi-même la parole, tant pis. Voilà, en période de Vénus, par exemple, la vie sentimentale peut être en valeur. Bon. Mais par exemple, comme la période de Vénus, eh bien, elle dure 20 ans, si on veut faire des prévisions, on est un peu coincé. Hein. Si on veut savoir un peu quand est-ce qu'une personne va rencontrer son futur conjoint, eh bien, on ne peut pas dire ce sera dans les 20 prochaines années. Bon, c'est pas très précis. Donc ce que ont fait les Indiens aussi, eh bien, ils ont découpé les périodes en sous-périodes. Donc voilà, vous avez ici l'aperçu des périodes planétaires, avec les durées qui est fixée pour avoir un total de 120 ans. Voilà. Donc vous voyez que la période de Vénus, effectivement, 20 ans, c'est très très long. Celle de Rahu faisant aussi 18 ans, donc on ne peut pas vraiment faire des prévisions en ne tenant compte que des périodes planétaires. C'est pourquoi on utilise les sous-périodes qui ont des durées quand même beaucoup plus courtes. Et pour faire des prévisions, eh bien, on va regarder ce que font ces maîtres de sous-périodes dans le thème natal et puis surtout dans les divisional charts. Les divisional charts, ce sont des petits thèmes qui en fait mettre en valeur, plutôt mettre un zoom sur un domaine de la vie. Donc vous avez un DC ou un divisional chart pour la carrière, un pour la santé, un pour le partenaire ou le mariage, un pour les enfants, que j'utilise beaucoup pour les prévisions concernant les grossesses par exemple. Donc c'est vraiment chaque petit thème qui va permettre de faire un zoom sur le domaine qui vous intéresse quand vous posez une question. Nous allons continuer maintenant en analysant la sous-période et les transits qui étaient en cours lors de la nomination de DSK en tant que directeur du FMI fin septembre 2007. Vous voyez sur votre écran le D10 et vous remarquez qu'il y a une petite flèche qui est déjà indiquée. Alors, au niveau des sous-périodes, eh bien, DSK rentrait dans la nouvelle période de la Lune, une nouvelle grande période qui était annonciatrice de changement. Ça, c'est valable pour tout le monde quand on change de période. Souvent, on change quelque chose dans sa vie. Et en l'occurrence, ici, c'était le cas. La Lune, dans le thème natal du DSK, étant en maison 9, donc la maison porteuse de chance. Cette Lune étant bien aspectée, ou plutôt n'étant pas attaquée, n'étant pas affligée par une planète maléfique, cette Lune-là se portait bien et pouvait effectivement être porteuse de succès ou de popularité. La première sous-période d'une grande période est toujours régie par la même planète. Donc c'est pour ça que vous avez ici Lune-Lune. Et donc on va revenir à l'aspect que j'ai évoqué précédemment. Vous voyez que cette Lune, elle est en maison 10 du D10. Alors comment ça fonctionne le D10? Vous voyez que l'ascendant est ici en Taureau. Les signes ne sont pas indiqués puisque pour les Indiens, connaissent ça par cœur, donc ils n'ont plus besoin de marquer les signes. Mais je vais vous les rappeler brièvement. Donc l'ascendant ici en Taureau dans lequel vous trouvez Mars et Rahu. Puis vous continuez ici vers les Gémeaux, le Cancer, Soleil en Lion en domicile, Vénus en Vierge en chute, Saturne exalté dans la Balance, Rahu en Scorpion, puis Mercure et Jupiter en Sagittaire, et ensuite on a le Capricorne et la Lune en Verseau pour finir par les Poissons et le Bélier. Donc c'est pareil, là vous allez numéroter les maisons dans l'ordre, donc 1, 2, 3, etc. Et on arrive à la Lune qui est en maison 10, aspectée par ce Soleil en domicile en Lion qui garde sa qualité bénéfique. Cet aspect donc favorise la Lune. On peut dire qu'elle est soutenue par l'aspect du Soleil. Ça lui permet en quelque sorte de briller si vous voulez. Donc cette nouvelle période de la Lune, ça a annoncé sous des bons augures. Au niveau des transits, qu'en était-il? Eh bien, vous avez compris maintenant que les cancers, ou plutôt les ascendants cancers, sont régulièrement agressés par les transits de Jupiter et Saturne. Enfin, pas eux personnellement, mais leur thème fait l'attaque régulièrement des deux maléfiques. Donc si les ascendants cancer ont des planètes qui sont en domicile et qui sont fortes, cela n'aura pas vraiment de conséquences. Mais si les maléfiques aspectent des planètes qui sont un petit peu faibles ou en chute, eh bien les catastrophes, les conséquences peuvent être vraiment dommageables.
Ici, vous voyez qu'à l'époque, eh bien, on avait Jupiter, donc en fait il était en Scorpion, et il lance les aspects sur les 5e et 9e maisons à compter de celle dans laquelle il se trouve. Il aspecte donc la maison 9 en Poisson ici, et la maison 1 en Cancer. Coup de chance, ce sont une, c'est la maison du domicile second domicile de Jupiter, et l'autre c'est la maison du signe d'exaltation de Jupiter. Une planète, même si elle est maléfique, ne peut pas nuire à ces maisons. Donc ici, Jupiter, maléfique, ok, mais il aspectait favorablement ces deux maisons, et forcément, il allait apporter des bonnes choses au niveau même du natif, puisque la maison 1 nous représente nous, et la maison 9 qui représentait ici la chance. C'est vrai qu'il embêtait un peu la Lune, mais on va dire que le fait qu'il favorise la maison 9 ne portait pas à conséquence cette petite agression sur la Lune. Hein. Il faut bien distinguer la planète en maison, qui elle est quand même affligée par Jupiter, et puis la maison elle-même qui est au contraire favorisée par l'aspect de Jupiter qui aspecte son domicile. Donc il y a peut-être eu quelques troubles ou quelques tracas, je l'ignore. La Lune, je viens de penser que ça pouvait être aussi les femmes, peut-être qu'il y a eu effectivement quelques soucis à ce niveau-là à cette époque, mais il n'y a rien eu vraiment de dommageable pour DSK. Si on regarde maintenant les aspects que faisait Saturne, je ne vous ai indiqué qu'un seul aspect, puisque l'autre aspect ne nous intéresse pas ici. Je regarde uniquement les aspects qui intéressent la carrière. Eh bien, vous voyez que Saturne, il était en Lion, ici. Et puis, en fait, il envoyait un aspect sur la maison 4, qui est la maison de la politique. La balance étant le signe d'exaltation de Saturne, eh bien c'est pareil, ici, Saturne, quoique maléfique, favorise la maison dans laquelle il a son signe d'exaltation, bien évidemment. Donc on voit que finalement les transits étaient favorables à DSK. Hein. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que maléfique ou bénéfique, eh bien tout dépend aussi des aspects que ces planètes envoient sur les maisons. Donc finalement toutes les conditions étaient réunies pour que les choses se passent bien. Donc nouvelle période, la Lune bien aspectée, favorablement dans le D10, favorablement dans le D9, et puis les transits qui étaient quand même porteurs de succès. En 2011, effectivement, ça a été une autre histoire. Alors peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé au niveau astrologique. Moi, c'est la question que je me suis posée à l'époque où tout le monde donnait DSK gagnant dans les élections présidentielles. À l'époque, j'avais déjà une autre idée. Je vais vous exposer ici ce qu'il s'est passé exactement. Alors vous avez compris maintenant qu'on commence toujours par regarder les sous-périodes. Voilà. Il était à l'époque, déjà depuis un an, en sous-période de Jupiter. Donc la période de la Lune, elle, c'est vrai qu'elle, au début, si vous voulez, elle va donner une indication sur ce qui va bouger dans la vie du TSK. Mais c'est quand même la sous-période qui est prime. C'est elle qui va nous indiquer vraiment ce qui va se passer. Et là, vous voyez que depuis mai 2010, eh bien, DSK était en sous-période de Jupiter. Ah, vous vous souvenez que Jupiter, c'est une maléfique. Donc déjà, cette sous-période n'est pas de bonne aloi. Mais pour que vraiment la sous-période entraîne des ennuis, il faut que les transits aillent dans le même sens, puisque si vous regardez un petit peu plus haut, eh bien, il y avait déjà une sous-période de Jupiter et aussi une sous-période de Saturne en 2003 et en 2004. Or, à l'époque, il n'y avait rien eu. Ou du moins, pas que je me souvienne. On peut dire qu'à l'époque, la carrière n'était pas favorisée, mais à partir du moment où les transits n'intervenaient pas, il ne s'est rien passé. Peut-être qu'il y a eu quand même quelques soucis au niveau de sa carrière dont nous, en tant que public, on n'a pas eu écho, mais il n'y a quand même pas eu d'affaires juridiques ou de scandales. Or, ça a été le cas ici, et pour la raison suivante. On va d'abord jeter un petit coup d'œil sur le D10. Vous voyez que Jupiter est en maison 8. Là, je vous ai indiqué les maisons pour la commodité de l'analyse. Déjà, Jupiter en 8, la maison 8 étant une maison maléfique, c'est pas de très bonne loi, pardon, de très bonne aloi. Jupiter reçoit un aspect de Saturne en 6. Donc, de toute façon, il est aussi attaqué par Saturne. Décidément, cette sous-période était vraiment pas très très bonne.
Mais encore une fois, il y en avait déjà une de sous-période de Jupiter dans le passé. Donc, ok, on sait que dans le D10, cette sous-période n'est pas très bonne, mais bon, ça n'explique pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, eh bien, il faut aller regarder un peu plus loin au niveau des transits. Voilà. Donc, il y a les aspects qui apparaissent. Alors, vous voyez que Jupiter, on va commencer par lui, eh bien, il venait tout juste d'entrer en signe du Bélier. Et en fait, il est entré en signe du Bélier coïncidence juste en mai 2011. Donc, comme là, j'ai regardé, je crois, mi-mai, en fait, le moment où vraiment il y a eu ce scandale et cette arrestation, c'était vers le 14 et le 15 mai, eh bien, vous voyez que 2 semaines avant, Jupiter devait être tout au début du signe du Bélier. Donc là, il venait d'entrer dans le signe du Bélier et il se mettait automatiquement en transit avec toutes les planètes qui s'y trouvaient, puisqu'il n'y a pas la question d'orbe en astrologie védique. Dès qu'une planète entre dans une maison où d'autres planètes y sont disposées, eh bien la planète transitante aspecte automatiquement et tout de suite toutes les autres planètes qui s'y trouvent. Donc ici en fait Jupiter venait agresser, attaquer la maison 10 et les 4 planètes et le nord bien sûr qui s'y trouvaient. Donc c'était vraiment une attaque en règle. Et il attaquait la maison 10 et également la maison 4, donc la maison de la politique. Hein. Jupiter est un porteur de troubles, puisque je vous rappelle qu'il régit principalement la maison 6. On pouvait déjà s'attendre à des ennuis dans la vie du DSK et au niveau de sa carrière, tout simplement. Hein. Vous voyez que pour faire des pronostics, finalement, ce n'est pas très compliqué en analyse védique, hein, à partir du moment où vous prenez les bonnes significations des planètes. Et puis Jupiter n'était pas tout seul, puisqu'il y avait également Saturne ici, qui lui se trouvait en Vierge, donc en maison 3. Bon, ça ne prêtait pas tellement de conséquences, mais ce qui était plus embêtant pour DSK, c'était qu'il aspectait également la maison 9 en face, et la Lune. Donc ici on avait une attaque en règle, d'une part contre les maisons 10 et 4, et d'autre part contre les maisons 9 et la Lune. Si on résume, on peut dire que ce qui va nous intéresser ici, on avait une attaque de Vénus qui régit la maison 4, donc la maison de la popularité et de la politique, une attaque de la Lune et une attaque de la maison 4. Pourquoi est-ce tellement important? Tout simplement parce que cette maison 10 ici, elle est très puissante. C'est un petit peu comme si il y avait une attaque d'un château fort. Le château fort est très bien défendu, il y a tout ce qu'il faut, il y a un pont-levis, il y a des canons meurtrières, enfin ce que vous voulez, il y a des guerriers armés de flèches. La forteresse n'est pas attaquable. Alors elle peut subir l'assaut de catapultes, si vous voulez, pour vous donner une métaphore. Hein. N'empêche que le château fort, lui, pourra vaciller, mais ne s'écroulera pas. Et c'est exactement, en fait, ce qui se passe avec cette maison 10. Cette maison 10, elle est attaquée par Jupiter, mais elle résiste. Et 12 ans auparavant, donc en 99, on avait de nouveau Jupiter en maison 10. Et à l'époque, on avait également Saturne en maison 10. Encore pire, puisque Saturne, à ce moment-là, aspectait une maison dans laquelle il y avait son lieu de chute. Donc le transit de Saturne en mai 99 était vraiment très mauvais. Or, si vous vous souvenez, eh bien, il y a eu des affaires juridiques à cette époque. Il y a eu l'affaire de la MNEF, qui était une affaire d'emploi fictif, si je me souviens bien. Il y avait une histoire aussi avec Elf, de corruption également, et puis encore une histoire de mairie, d'une cassette de mairie. Vous regarderez sur le net si vous voulez. À cette époque, il y avait vraiment entre 99 et 2000, donc au moment des transits de Jupiter et de Saturne en Bélier, des grosses problèmes, enfin des grosses affaires juridiques. Et DSK faisait régulièrement la une des journaux. Or, il ne s'est rien passé de dommageable pour la carrière de DSK. Toutes ces affaires se sont conclues par des non-lieux. Et ça va vraiment dans le sens de cette maison 10 attaquée, qui vacille, mais qui résiste. Et pourtant, en 2011, ce n'a pas été le cas.
La différence, c'est parce que, en plus de la maison 10 qui est attaquée, c'est surtout la maison 4 qui est attaquée. D'une part Vénus, mais c'est surtout bon, Jupiter, mais c'est surtout en fait la maison 4 et la Lune. On a tous ces facteurs qui sont attaqués en même temps. Or, en astrologie védique, on a un petit aphorisme qui nous dit que quand la Lune, le maître de la maison 4 et la maison 4 sont attaqués, le peuple se révolte contre le natif. Et c'est ça qui, à mon sens, a conduit DSK à démissionner. Mais parce qu'il y a eu révolte effectivement contre la popularité de DSK, il y a eu vraiment un lynchage médiatique. Là, le monde entier s'est vraiment ému de ce qui s'est passé. Mais sa carrière elle-même n'a pas été détruite. La preuve, c'est qu'il y a eu un non-lieu. Il n'a pas été en prison. Donc il est sorti un jour après, si je me souviens bien. Il y a eu un non-lieu, il a démissionné, il est vrai, et ça a donné une interruption de sa carrière. Vous vous rappelez qu'il y avait des aspects séparateurs sur la carrière, donc il était prévisible que tôt ou tard il y aurait effectivement soit démission, soit éventuellement changement de carrière, mais il n'y a pas destruction de la carrière. Et ça c'est le plus important et le plus intéressant dans ce thème, c'est si on analyse vraiment bien les choses, eh bien on peut voir qu'effectivement la maison 10 est vraiment excellente, mais que la Lune, bien, elle peut être attaquée, Vénus peut être attaquée, et qu'il peut y avoir effectivement des ennuis au niveau déjà de l'image de DSK, et puis les aspects séparateurs sur la maison 10 montraient un risque vraiment d'interruption de carrière. Donc cette analyse est désormais finie. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus éventuellement sur l'avenir politique du DSK et s'il reviendra sur le devant de la scène, notamment avec l'échéance de 2007 et les élections présidentielles françaises, eh bien vous pouvez écouter la suite de l'analyse dans une deuxième partie et connaître la réponse à cette question. Concernant cette petite analyse, est-ce que ceci vous a plu? Si oui, eh bien écrivez-le sur mon site web, cela me fera très plaisir, puisque moi j'ai envie de vous faire découvrir l'astrologie védique, qui n'est pas si difficile à comprendre une fois que l'on maîtrise un petit peu les outils de base. Et si vous désirez avoir votre thème natal en védique, eh bien je vous propose la chose suivante. Oui, c'est possible d'ailleurs. Sans obligation de votre part, moi je vous envoie gratuitement une petite analyse vidéo par mail d'une vingtaine de minutes avec votre carte en PDF en plus. Donc cela ne vous oblige à rien. C'est simplement pour vous faire vraiment connaître cette astrologie indienne qui est vraiment peu utilisée en France, et c'est vraiment dommage, mais c'est une analyse qui est très difficile et très longue à apprendre, sur laquelle il faut aussi beaucoup pratiquer. Mais une fois qu'on a compris le principe, puis une fois qu'on a vraiment compris un peu l'essence de cette astrologie, et bien on peut faire vraiment des analyses très pertinentes, et puis des pronostics également aussi assez remarquables. Et peut-être que vous avez des petites questions ou des interrogations concernant votre thème, et donc moi je vous donne la possibilité d'avoir une autre vision de votre thème astral, en sidéral bien sûr, indien. Donc saisissez la chance de découvrir une autre astrologie. Allez simplement sur le site ci-dessous et laissez-vous guider par les instructions. Je vous remercie, à bientôt.